Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien et une vidéo très spéciale parce que vous le voyez et je vous l'annonçais déjà dans ma vidéo du 1er janvier des vœux 2024, je suis accompagné par un ami, Cédric, qui est fan et spécialiste de Star Wars comme je vous le disais. Bonjour à tous. Alors Cédric, donc je disais tu es fan et spécialiste de Star Wars parce qu'aujourd'hui, ça tombe bien, évidemment on fait bien les choses, on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle donc Les Guerres de Lucas. Est-ce que tu peux nous dire les deux auteurs qui sont à l'origine du projet? De Renaud Roche et de Laurent Hopman. Exactement, voilà. Donc Les Guerres de Lucas. Exactement, Les Guerres de Lucas qui, on va le dire rapidement, mais après on va en parler pendant toute la vidéo, raconte tout le cheminement de George Lucas, de son enfance jusqu'au succès du premier Star Wars, donc en 1977. Et donc on va avoir toutes les difficultés, tous les obstacles auxquels il a dû être confronté pour faire voilà, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma et qui marqua toute une génération, dont toi peut-être. Tu pourrais nous dire peut-être déjà pour toi qu'est-ce que représente Star Wars avant de se lancer dans l'analyse de l'œuvre. Star Wars c'est très important pour moi. J'ai rencontré Star Wars, j'avais 12-13 ans. J'étais l'âge adapté pour George Lucas à l'époque, puisqu'il a fait ça pour des gens de 12-13 ans au départ. Et ça a été pour moi une découverte vraiment, bon, d'abord d'un univers merveilleux évidemment, que tout le monde connaît, et, enfin en tout cas que la plupart des gens connaissent, et également un environnement, une découverte de la spiritualité en fait pour moi. Vraiment, ça a déclenché toute une recherche personnelle qui en fait il m'a accompagné toute ma vie et qui me sert encore aujourd'hui, même professionnellement. Oui, parce qu'en fait, on va revenir sur cette thématique de la spiritualité dans cette bande dessinée. Elle est cruciale, elle est fondamentale et on le voit que Star Wars n'est pas un simple film de science-fiction avec des gens, des Jedi qui se battent avec des sabres laser, etc. Ça va bien au-delà et c'est un film qui a plusieurs étages, qui a plusieurs niveaux de compréhension et d'interprétation. Et c'est ce qui rend cette bande dessinée vraiment très intéressante. Alors on le disait avant, pour parler et pour préparer cette émission, on a un peu échangé sur la bande dessinée. Déjà, moi j'ai beaucoup aimé, toi aussi? J'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai directement confié à mon Adrien. Oui, c'est ça. Donc voilà. Oui, parce que, alors, on l'a pas dit, mais de toute façon, ça va être une vidéo, on va vraiment être dans l'échange, etc. Mais Cédric me prête beaucoup de livres, de bandes dessinées surtout, parce que au-delà de Star Wars, tu es un grand amateur de bandes dessinées. Oui, on a beaucoup de points communs finalement, la bande dessinée, l'histoire. Exactement. Effectivement, on échange beaucoup sur la bande dessinée. Oui. Et moi, je suis plus manga, toi plus bande dessinée, même si j'adore la bande dessinée. Donc, c'est vrai que tu me fais découvrir pas mal de bonnes œuvres, et donc celle-ci en tout dernier. Donc, c'est une BD que tu m'as prêté, que moi je viens de lire, que tu as lu aussi. Oui. Et donc, les deux on aime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux niveaux différents de lecture. Cédric, on le sait, et je l'ai dit, donc connaît très très bien Star Wars, a vu les films évidemment, mais également a lu beaucoup autour, a vu plein de documentaires, etc. Bref, c'est un univers que tu connais très 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 bien, on peut le dire, sans modestie. Moi, je suis plus voilà, juste consommateur des films que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais les 4, 5, 6, je les adore. Il est très humble, mais en fait, il les connaît assez bien. Quand même. Les films, encore une fois, voilà, moi je connais les films. Le 1, 2, 3, on en a parlé, c'est ma génération, j'ai également beaucoup aimé, même si je sais qu'il y en a qui les critiquent. Par contre, voilà, tout ce qui a été fait depuis, à part Rogue One peut-être, et la série Star Wars Rebels, un dessin animé, sinon je rejette en bloc tout ce qui a été fait depuis. Donc, et je crois que toi aussi. On est à peu près sur le même... On est d'accord, vraiment, totalement d'accord sur ça. Oui. Voilà, mais au-delà de ça, c'est pas un univers que je connais très bien. Je connais pas bien l'envers du décor, les origines de Star Wars, etc. Je les connais pas très bien. Donc, c'est une BD dans laquelle j'ai beaucoup appris. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Mais je pense aussi que c'est une bande dessinée, on va y revenir, qui peut plaire également à des gens qui n'ont jamais vu Star Wars, qui n'aiment pas forcément, parce qu'au-delà de Star Wars, c'est une bande dessinée sur l'esprit de création, sur la création artistique. Et c'est ça qui est très intéressant. Ma première question, Cédric, c'est toi qui as quasiment tout lu sur Star Wars, tout vu, tout lu, qui connaît très bien l'univers et qui connaît en fait quasiment tout ce qui est raconté dans cette bande dessinée, tu le connais. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui a fait que cette bande dessinée t'a plu et que tu t'es pas ennuyé finalement à lire des choses que tu savais déjà? D'abord, la forme est assez exceptionnelle, c'est un incroyable ouvrage qui raconte l'histoire d'une façon tout à fait peu ordinaire. C'est bien sûr c'est un ouvrage d'art sur le plan de la BD. On est dans du noir et blanc, on est
On est aussi à des moments de couleurs qui sont remarquables. Bon, bref, c'est très bien raconté d'abord. La deuxième chose, c'est le focus particulier, il est sur, pour parler simplement, hein, comment et à quel point George Lucas en a chié pour faire Star Wars. À quel point c'était dur, à quel point ce processus créatif-là est dur et à quel point peut-être on peut trouver, pour quelqu'un qui aime Star Wars comme moi, le lien entre cette dureté et ce coup de génie en fait, hein, que ça donne à la fin. Donc il y a quand même quelque chose entre les deux. Et du début à la fin, quand on lit la BD, on se dit mais comment c'est possible de tenir ce niveau de difficulté-là? Et c'est vraiment, enfin, on le comprend, on suit, et c'est ça qui vraiment rend le truc passionnant, je crois. Hein. Oui, exactement. Je crois que vraiment c'est ça qui nous a touchés, je crois, tous les deux le plus. Hein. Oui, c'est ce côté, finalement, on le disait avant, comment se fait-il que cet homme, qui est jeune encore au moment où il fait Star Wars, il a 32 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il est en 44. Tout début de trentaine, oui, c'est ça, donc 32-33 ans. Comment il arrive à tenir jusqu'au bout, malgré tous les obstacles auxquels il fait face? Est-ce qu'on peut en lister quelques-uns des obstacles? D'abord, il fait un arrêt cardiaque hein, au milieu de son histoire. Hein, c'est déjà pas mal. On voit bien que vraiment, bon, il est vraiment au bout du bout hein, sur ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de moments, enfin, toi tu disais tout à l'heure que ce qui t'avait beaucoup marqué... c'était un moment où le personnage qui joue Obi-Wan Kenobi, qui s'appelle Alex Guinness Alec Guinness dans la réalité, qui lui dit que en fait il veut pas mourir. Et George Lucas bien sûr a prévu de le faire mourir puisqu'il faut qu'il soit réincarné. Je vous raconte pas l'histoire. Donc il y a des histoires de personnages qui sont très dures, particulièrement dures pour George Lucas qui est un introverti, un vrai introverti. Et pour qui les gens c'est compliqué, et là il doit gérer des gens compliqués, des situations compliquées avec des gens compliqués. Il y a des problèmes d'argent constants, énormes. Oui, parce qu'il a du mal à obtenir des financements pour faire son film. Au début même, c'est lui qui finance les artistes qui participent à la création du film. Il les finance lui-même. C'est ça, il a un budget et ce budget va être dépassé, donc il va falloir suivre les choses, puis la Fox avec qui il travaille ne va pas vouloir suivre, enfin bref, il y aura beaucoup de problèmes d'argent. Il y a des problèmes techniques énormes hein, qui vont conduire à des révolutions sur le plan des effets spéciaux. Hein. C'est un des films qui a vraiment complètement modifié la façon dont on regarde les effets spéciaux. Il a fallu les inventer, les construire, trouver des passages, des points de relais. Mais je pense que la vraie difficulté, c'est que c'est un tournage qui dure longtemps. Un projet qui dure très très longtemps, il met plusieurs années avant d'écrire son scénario, il y a plein d'allers-retours, ils ont plus d'argent, plus de moyens, il faut vivre avec sa femme dans ces conditions-là, enfin c'est vraiment, c'est un chemin de croix sur, on va dire, 3 ans, et un chemin de croix sur 3 ans, quoi. Hein. Oui. Et vraiment, bon, je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans Star Wars, c'est que ça m'a toujours fait penser un petit peu, c'est les évangiles, quoi. Ça raconte un peu la vie de Jésus, quoi, entre guillemets, un mot qui s'appelle Skywalker dans l'histoire. Et George Lucas serait donc un évangéliste. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il faut pour écrire les évangiles? Et c'est vraiment un aspect tout à fait étonnant, en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est que si vous êtes passionné de cinéma, et je sais que vous êtes nombreux ici sur cette chaîne à aimer le cinéma, la littérature, la bande dessinée, l'histoire, tout est un peu lié finalement. Hein. Mais si vous êtes passionné de cinéma, vous allez également découvrir plein de choses au-delà de George Lucas et sur le milieu du cinéma dans les années 70, sur la manière dont ça se faisait, sur les sociétés de production, etc. Et même en fait George Lucas, il n'était pas seul, il a des amis en fait hyper connus dans le milieu du cinéma. Coppola, Spielberg bien sûr. Coppola, voilà, tu le dis, Spielberg, on rencontre également Brian De Palma, enfin bref, il y a plein comme ça de personnages très connus de l'époque qu'on rencontre, on voit les différents caractères qu'ils avaient. Et donc c'est une bande dessinée qui est très synthétique, c'est très facile à comprendre. Ils ont, j'imagine, synthétisé et simplifié pas mal d'éléments de la vie et du processus de création, mais c'est vraiment très clair et on comprend très bien.
Et voilà, moi j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas par exemple que George Lucas était un peu le père de Apocalypse Now. Boris Now, oui. Ouais, oui, c'est le scénariste de Boris Now. Oui. Ouais, bah, ça c'est un truc que je savais pas. C'est intéressant de voir qu'il fait American Graffiti, Ouais. puis il scénarise Apocalypse Now, Ouais. et comme il ne peut pas aller au bout, il le file à Coppola qui va le tourner, bien sûr. Hein. Oui. Et lui va commencer Star Wars, alors que tout le monde va dire mais pourquoi c'est ça. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où on se dit, en fait, il y a à la fois dans cette époque des gens comme George Lucas qui ont leur projet en tête, qui se disent ça doit se faire, et puis à la fois il y a des chefs-d'œuvre qui sont presque le fruit du hasard. On voit à un moment donné, il est avec Coppola. Et Coppola lui dit bon moi je te laisse, façon de parler, mais je vais tourner ce truc là, on m'a filé ce roman, on m'a dit de l'adapter, en fait c'est le parrain quoi. The Godfather. C'est juste le parrain. Oui, c'est ça, c'est juste Mario Puzo, je sais plus comment il s'appelle, et en fait c'est juste qu'il va tourner le parrain. Et en fait lui Coppola c'est un peu une canaille, on le voit comme ça un peu dans la BD, et lui il va tourner ça, il prend ça un peu par-dessus la jambe alors qu'il va faire l'un des plus grands chefs-d'œuvre aussi de l'histoire du cinéma. C'est grand, barbu, grosse voix, claquette, à côté de George Lucas, plutôt introverti, même très très introverti. Très introverti, caché, regard fuyant, évitant à peu près tout, vraiment le vrai rêveur quoi. C'est ça, c'est un personnage très atypique, on voit George Lucas, et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette BD. C'est pour ça que je vous disais, même si vous n'aimez pas Star Wars, etc., c'est une vraie histoire passionnante sur un type. Alors je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, je disais tout à l'heure qu'il croit en ce qu'il fait, qu'il a confiance en ce qu'il va faire. Tu disais pas forcément, il n'a pas forcément de confiance, mais en tout cas on voit qu'il a un projet en tête et qu'il va au bout, et il a des traits de caractère très atypiques quand même. Oui, c'est ça. Il parle très peu, les acteurs sur le studio, sur le plateau, il ne va pas aller vers eux, c'est pas un meneur d'hommes. Lorsqu'il était enfant, il était très peu bavard, mais on voit une image, à un moment donné, une planche vraiment remarquable, où en fait on voit au bout de quelques pages que son monde intérieur, lui, était foisonnant, qu'il avait plein d'images, plein d'idées en tête, mais extérieurement, ça se voyait pas trop. Et il a plein comme ça de traits très atypiques qui est de sa personnalité. J'ai trouvé que c'était pas mal quand on a des enfants qui disent rien, parce que là vraiment il dit rien, il parle pas beaucoup, mais il vraiment parle pas beaucoup, genre il dit rien en fait. Oui, c'est ça. Il est presque totalement mutique en fait. Oui. Et malgré ça en fait il va construire, ou peut-être grâce à ça, il va construire un niveau imaginaire extrêmement fort. Oui. Mais tu vois vraiment la différence entre tout à l'heure tu disais il y croit, c'est pas de l'ordre de il croit, pour moi c'est de l'ordre de il doit. C'est pas la même chose tout à fait. Et pourquoi c'est pas la même chose? Parce que dans un cas, on aura un processus qui serait je crois que je dois faire ça, les trucs ça serait plutôt mental. Dans l'autre processus, c'est quelque chose où j'ai pas le choix en fait. Quelqu'un de créatif ne fait pas quelque chose parce qu'il en a envie, non, juste parce que simplement il le doit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève de il faut absolument parce que sinon je peux pas vivre. Ok. Tu vois, et c'est pas c'est difficile de mettre le mot il y croit complètement. C'est plus quelque chose où il a pas le choix, presque il a pas le choix. Mais et ça on le comprend pas trop finalement dans la BD, pourquoi il a pas le choix à ce point de se lancer jusqu'au bout. Est-ce que dès le début il a Star Wars en tête? Qu'est-ce qui fait qu'en fait il a à ce point pas le choix? Parce que c'est fou comme on pourrait se dire c'est juste un film, et en fait on voit il prend tous les risques financiers, humains, sociaux. Enfin, il va jusqu'au bout. Il prend des risques incroyables. Alors la BD le pose un peu quand même. Elle en présente, alors non pas des certitudes, mais des possibilités. On nous raconte quand même en fait, l'histoire d'un jeune homme, sans spoiler, mais qui en fait, donc, est extrêmement taiseux, très créatif quand même, et on le sent par certaines petites touches. Et puis, mais qui en fait probablement manque de sens dans sa vie. Il manque tellement de sens qu'à l'adolescence, ou peut-être en jeune adulte, il prend de risques tellement énormes qu'il se tue. En fait, il se tue, en fait il se tue pas puisque évidemment il va faire Star Wars, mais il reste entre la vie et la mort pendant pas mal de temps. Il a un accident très grave. Mais vraiment très grave. Et c'est après qu'il va se dire je vais me mettre au cinéma. Exactement, mais surtout je pense que derrière ça il y a l'idée de je dois absolument avoir un sens parce que sinon ça peut se reproduire, parce qu'en fait ce qui
a provoqué, je pense, le fait qu'il y a l'accident, c'est juste le rien, quoi. Oui, je vois très bien. Et j'ai quand même l'impression dans Star Wars qu'une des motivations principales de George Lucas, c'est qu'il voudrait au début essayer d'offrir aux jeunes qu'il était lui, donc à ces jeunes de 12-13 ans, quelque chose, tu vois, sur lequel s'appuyer. C'est pour ça que quelque chose de vraiment... Il y a vraiment l'idée que si je peux les aider à trouver ce truc-là que moi que j'avais pas et qui a conduit à ma mort, ma vie vaut quelque chose, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, en fait. Hein. Hein, tu vois, c'est pour ça que je crois qu'il y a un aspect de... Il faut, quoi. C'est la condition de mon identité, la condition de mon existence, là. Oui, c'est très irrationnel, en fait, tout ça. Oui. Parce que une des choses qui m'ont beaucoup marqué aussi dans la bande dessinée, le film sort en mai 77, je ne me trompe pas, et il ne découvre la musique de John Williams qu'en janvier de la même année, en 77. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent bien le cinéma, si la musique s'avère pourrie, c'est trop tard. Oui, il ne peut pas en trouver d'autres, ou alors il mettra un truc très, très banal. C'est un risque fou, c'est un coup de poker incroyable, parce que John Williams a d'autres projets avant, il ne peut pas s'y mettre avant, et donc en fait il lui présente ça, et il a encore une page remarquable, je vous les mettrai au moment du montage, une page remarquable de cette bande dessinée, où on le voit qu'il est heureux. Ouais. Il y a peu de pages comme ça où on le voit montrer ses émotions, mais là clairement dans cette page-là ça se voit, il est heureux, il vit la chose à fond, enfin, je veux dire, on voit de toute façon que le son a énormément d'importance pour lui. Mais oui. Énormément, ça se sent dans Star Wars tout le temps. Enfin, il fait quand même dans Star Wars ce choix qui lui a été reproché, mais que j'ai toujours trouvé moi personnellement génial, qui est, tout le monde entend ça, hein, enfin, le chasseur tic qui fait... Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on est en plein espace, c'est impossible, mais on s'en branle. Oui. Parce que c'est le... Peu importe si les sons existent ou pas dans l'espace. Bon, de toute façon, on est il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc, de toute façon, c'est un conte de fées. Donc, de toute façon, ça ne choque pas, mais quoi qu'il arrive, le son est là pour tout, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde a en tête le bruit que fait un sabre laser quand il bouge, quoi. C'est ça. Et tout est là. Et chez George Lucas, il y a tellement d'éléments qui sont juste sonores, mais pile juste que on comprend bien quand il est touché par le son, pourquoi il est touché par le son, parce qu'en fait il y est tout le temps, quoi. Son premier film THX est extrêmement sonore. Oui, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans la bande dessinée, ils le disent que ce qui va surtout marquer les gens, c'est dans THX, là, son premier court-métrage quand il était étudiant, c'est son innovation en termes de son et d'image. Ce qui me fait dire que, voilà, on le voit dans cette bande dessinée, que la réalisation, c'est pas son truc forcément, ni les dialogues. À chaque fois, il doit se reprendre sur les dialogues. Tout le monde lui dit tes dialogues, ils sont lourds, ils sont imbuvables. Tes dialogues sont pas bons, mais par contre, en termes de technique de cinéma pur, c'est un vrai génie. C'est ça. On le voit. Hein, oui, c'est un génie au sens que c'est un génie de l'innovation, quoi. C'est pour ça que personne est innovant. Ce qui fait que personne n'y croit, en fait. C'est ça, oui. En fait, c'est un des points qui fait que quand il va dire, en fait, on va faire ça, tout le monde va dire, c'est impossible, quoi. Par exemple, c'est une question, en fait, à l'époque, il y a des choses les plus dures, c'est les effets spéciaux. Oui. Et chaque minute d'effets spéciaux vaut une certaine somme. Et cette somme-là est très importante, hein. Ça se compte en centaines de milliers de dollars, chaque minute. Et donc, lui, il va dire que pour faire Star Wars, il faut 144 minutes d'effets spéciaux. Ce qui est absolument démentiel. Et on va dire, personne ne peut financer ça. Ça représente un budget démentiel, 14 millions, je crois. Alors que le plus gros budget qu'on peut mettre à Star Wars, c'est 7 millions au début. Et donc, en fait, il va dire, ok, dans ces cas-là, je vais trouver une façon de faire les effets spéciaux beaucoup moins cher. Et il va inventer ce qu'il va utiliser beaucoup par la suite, hein, c'est la caméra qui passe partout et qui est contrôlée par l'ordinateur et qui permet en fait de donner l'impression qu'on est en l'air et donc au lieu de faire des effets spéciaux plan par plan, on va les faire d'une autre façon. Donc ça, c'est assez génial. Et il dit qu'il veut des sons organiques et non plus synthétiques. Et il va confier ça, alors je ne sais plus exactement qui c'est qui va
le nom de la personne qui va s'occuper de tous ces sons, mais il va y avoir des innovations incroyables. Là, je vois par exemple page 72, le sabre laser qui est en fait le ronronnement d'un projecteur de cinéma combiné au son du tube cathodique d'une télé. C'est fou. Oui. C'est fou. Chewbacca, le célèbre Chewbacca, qui est en gros la combinaison du son produit par plusieurs animaux. Le T-Fighter, qui est le barrissement d'un éléphant. Enfin bref, il va y avoir comme ça plein de... Les blasters, on connaît les tirs de blaster, qui ont fait des coups de marteau sur les câbles d'une tour radio. Enfin, voilà, c'est incroyable de penser à tout ça. Mais c'est pas lui qui va penser à tout ça. Non, c'est pas lui. Hein. Et c'est là que se trouve encore une fois, c'est-à-dire que c'est Ben Burt. Quand même, il va avoir ce personnage-là, mais il va avoir en fait chacun des gens qui sont vraiment super forts dans leur domaine, et il va les voir. C'est-à-dire que quand même, c'est celui qui va faire les maquettes, c'est celui qui viendra juste de faire 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, exactement. Hein, par exemple, en fait, il va aller voir chacune des personnes qui peut vraiment faire le truc au mieux, de plus fort, et sauf dans les choses qu'il va vouloir innover, il va falloir qu'il ait une équipe du coup complètement jeune et un petit peu barrée. Il va être obligé de faire ça avec. Il va prendre des gens forts, vraiment très forts. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça, c'est super chouette. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la bande dessinée, c'est son choix des acteurs. Il veut prendre personne de connu. Il veut complètement innover là aussi. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de côté atypique quand même du personnage. C'est qu'il veut surtout pas prendre un acteur qui a déjà joué dans American Graffiti. Oui. Et ça, parfois, et c'est fou parce que... il ne veut pas prendre Harrison Ford. Il veut pas prendre Harrison Ford. Et Harrison Ford a un rôle minuscule dans American Graffiti. C'est pas un grand rôle. Hein. Voilà. Et en fait, il prend Harrison Ford qui est là en train de, je sais plus, en train de changer quelque chose. Changer une porte, il change une porte parce qu'il n'arrivait plus à... Il vivait pas de cinéma, donc il était devenu charpentier. Il change une porte et ils lui disent juste, bah tiens, toi, est-ce que tu peux faire la réplique aux acteurs qui sont arrivés parce que... Et en fait, il est brillant. Toute la journée, on le voit qu'il habite le rôle, etc. Et George Lucas dit non, je veux pas parce qu'il a joué un petit rôle. Et ça, c'est quand même très particulier. Et c'est finalement sa femme et quelqu'un qui va lui dire arrête, quoi. Arrête, c'est ridicule. Donc il va changer d'avis, mais voilà, ça fait partie des côtés très spécifiques quand même de George Lucas. Oui, mais là, pour le coup, pour de vrai, on est sur un vrai atypique, c'est-à-dire vraiment avec des traits peut-être autistiques, en tout cas des traits particuliers. Enfin, ça, c'est vraiment un personnage. Oui. Sa façon de se couper une mèche aussi, de se couper une mèche dès qu'il est stressé, dès qu'il est confronté à un problème, il se coupe une mèche de cheveux. Alors il finit pas chauve, mais quand même, ça lui arrive quand même très souvent de se couper une mèche de cheveux. Oui, parce qu'il est confronté à beaucoup de problèmes quand même. Donc en fait, encore une fois, ce qui est vraiment incroyable, même pour quelqu'un qui n'aime pas Star Wars, que ça l'intéresse pas du tout, je l'ai fait lire à mon père celui-là, qui est vraiment un anti-Star Wars, on peut dire. Ah ok, d'accord, ok. Ou peut-être que je suis anti-Star Wars à cause de... Ou je suis pro-Star Wars parce qu'il est anti-Star Wars, je ne sais pas, c'est toujours pareil. Faire une BD sur toi alors. Ah, c'est intéressant d'avoir sur le père. Même s'il n'aime pas ça, il a dit c'est quand même incroyable de comprendre comment on peut arriver à quelque chose. C'est pas évident quand même de se dire tiens, on va faire quelque chose de vraiment totalement innovant, où tout le monde va être contre, qui va exiger non pas de peindre une toile, ce qui est déjà très très dur, mais de faire un truc extrêmement complexe, et que quand même, tu tiens. Oui, tu tiens. C'est juste... Alors que tout vraiment est contrôlé. Ils sont en Tunisie pour faire le tournage, ils sont proches de la frontière algérienne, l'armée algérienne qui vient et hop, qu'est-ce qui se passe, des gens en armes là, proches de la frontière, donc ils vont avoir ce genre de problème d'argent, problème météo, enfin, il y avait presque tout du film maudit. Ça me fait penser à un documentaire Lost in La Mancha sur ce film maudit sur Don Quichotte qui finalement ne se fera jamais, avec je crois l'acteur principal Jean Rochefort qui se casse le dos au début, donc il peut pas être sur le cheval. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait et ce film ne s'est jamais fait. Star Wars, en fait, il avait tout du film maudit aussi. Lorsqu'on lit la BD, on se dit ça. Alors, on va pas spoiler, à la fin, le film se fait et devient un succès. Oui, je pense que là, on ne spoil pas grand-chose. Là, je pense que tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde est au courant, mais ça va se faire. Donc, non, mais pour de vrai, tu te dis du début à la fin, waouh, effectivement, on est. Si on est dans c'est pas gagné, quoi. Si on est dans une fiction, on peut se dire que ça ne va jamais aller jusqu'au bout. Là, on connaît la fin, donc on sait que ça va marcher. Et d'ailleurs, c'est fou comment ça marche, parce que jusqu'au bout, vraiment, personne n'y croit. Parce que le jour de la sortie, il n'y a que 36 salles qui acceptent de la diffuser, ce qui est rien du tout. Oui. C'est pas qu'ils. En fait, ça tient au système du cinéma américain de l'époque. C'est-à-dire que ce sont les studios cinéma qui contrôlent les salles. Oui. Donc si les studios cinéma ne sont pas d'accord, or la Fox, à la fin, n'est même
plus d'accord pour financer, on ne sait même pas s'ils vont financer la fin du film, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et quand ils le montrent aux membres du CA, du conseil d'administration de la Fox, je crois qu'il y en a 3 qui y croient, sur à peu près une vingtaine, il y en a 8 qui s'endorment. Il y a 8 qui s'endorment dans Star Wars dans un film et qui financent, quoi. Oui. Bah oui. Oui, mais on est à une autre époque. Enfin, on est à une autre époque, mais une époque qui est beaucoup plus... Enfin, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est assez proche de l'époque de nouveau. Hein. Enfin, les studios Disney fonctionnent d'aujourd'hui, pas tellement différemment que ça. Hein. Mais il y a eu, entre les deux, la fameuse période donc de Lucasfilm. Je ne me souviens plus de la boîte de Coppola, mais il en a une aussi. Enfin bref, chacun a créé des boîtes pour être libre et pour pouvoir avoir la possibilité de créer quelque chose, quoi. Et en fait, le fait qu'il n'y ait que 36 salles qui acceptent de la diffuser, ça va presque se retourner et être un avantage pour lui. Parce que ça va créer une sorte de bouche à oreille et un buzz. Et en fait, tout le monde voudra assister. On voit plein de trucs dans la BD où des gens en fait, se cachent, restent dans la salle pour assister de nouveau à une projection. Ils se rendent compte que la moitié des spectateurs l'ont déjà vu le film. Enfin, c'est un truc complètement fou. C'est presque un jour historique en fait. Moi, je ne connaissais pas l'ampleur de cette sortie. C'est énorme, mais quand tu as regardé Star Wars, moi j'ai vu Star Wars, je sais pas, 10 fois, 12 fois, 15 fois, je sais pas. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose qui t'emmène, quoi, et qui t'emmène autre part. Et tu sens que là-bas, c'est quelque chose d'important. Bah oui. Et ça me fait penser à un épisode... Encore une fois, c'est une recherche spirituelle derrière ça. Ouais. Enfin, quand même, à la fin, quand à la fin du premier Star Wars, le personnage doit utiliser la force et donc faire confiance à son intuition. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Laisser tomber la technique pour faire confiance à l'institution. Il parle au cœur des humains, quoi, qui sont au même moment dans un processus différent, quoi. Enfin, il se produit quelque chose de très important. C'est comme si tu offrais une structure nouvelle. Alors bien sûr qui se rapporte à plein d'autres structures, hein. On ne va pas faire un plan sur Star Wars, mais il y a beaucoup de choses philosophiques derrière, mais qui sont clés, quoi, qui sont clés et qui t'emmènent autre part. Oui. Ouais, puis on sent vraiment l'importance et ce qui s'est passé. Il y a peu d'éléments de comparaison comme ça avec ce jour de mai 77 où le film est sorti. Moi je pense peut-être à la sortie du Retour du Roi en France en 2003, où je sentais quelque chose qui faisait vibrer vraiment. Les gens trouvaient ça. Mais c'est pareil, il y avait des queues folles. Voilà. Parce que c'était énorme quand même. C'était énorme ce qui se passait là. Et j'ai un peu connu ça là, à ce moment-là, en 2003. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a peu d'éléments de comparaison. Et puis alors, je me souviens également d'un épisode des Simpsons très culte où ça m'avait fait rire sur la sortie de Star Wars, l'Empire contre-attaque. Alors attention, ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, je vais juste spoiler un peu pendant une vingtaine de secondes, je vais l'afficher, mais alors c'est une scène très drôle où il y a Homer Simpson qui sort de la première projection et il y a une queue folle pour assister à la seconde et il passe devant ceux qui font la queue et ils font je savais pas que Luke Skywalker c'était le fils de Dark Vador. Et tous les gens qui sont là qui attendent d'aller voir le film et qui sont en foudrage, ça m'avait fait énormément rire. Bah dis donc, c'est incroyable à la fin. Qui aurait pensé que Dark Vador c'était le père de Luke Skywalker? Merci de m'avoir gâché le film, espèce de malappris. Ferme de spoil, on revient. De quoi on peut parler également en parlant peut-être du jeu des couleurs, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais c'est une BD en noir et blanc. Voilà, je vous montre un petit peu, je vous montrerai quelques cases de toute façon, mais avec des couleurs rares et qui ont à chaque fois qui apparaissent sur juste une case ou deux de temps en temps, et à chaque fois ça dit quelque chose peut-être de la BD ou de l'histoire. T'en as pensé quoi toi de ce jeu avec des couleurs qui est très atypique finalement? Parfois c'est insignifiant, c'est un pull d'un personnage, et puis parfois c'est quand même pas totalement insignifiant. Je pense à l'épisode de la tondeuse où juste la tondeuse qui est dessinée en rouge, qui est colorée en rouge. Je crois honnêtement que c'est jamais insignifiant. Ah ouais, même quand c'est juste un pull, quand on voit juste des doigts. Là, c'est pas insignifiant non plus. Non. Ah ouais. Je crois que ce qui. Moi, je trouve ça insignifiant. Mais moi, je crois qu'il veut. Enfin, en fait, dès l'instant où on voit les doigts, on revient dans la chair. Tu vois, il y a une scène, on a parlé la dernière fois, où en fait, on voit Carrie Fisher qui est dans la relation avec Harrison Ford, et puis la relation, cette scène, cette planche, elle est remarquable, où hop, rentre tout d'un coup le rayon de lumière qui ajoute de la chair, et à la suivante, et c'est la seule planche qui est comme ça dans toute la BD, hein. On a deux personnes qui sont en chair. Ouais.
Là, ici, oui. Et en fait, c'est toujours... là, oui, d'accord. C'est toujours pour nous emmener. Mais il y a des fois, quand même, où je me dis... Bon... Et les doigts, c'est pareil. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, alors, bon, peut-être que je suis un peu comme ça aussi, mais j'imagine les doigts trembler, parce que ce qu'il reçoit comme message, c'est ça. Et je pense que tout ce qu'il voit, c'est ça, quoi. Oui, d'accord. Tu vois, et c'est ça qui se passe, quoi. Enfin, à mon avis, hein. Ok. C'est ce que j'ai ressenti vraiment, en fait. De toute façon, c'est très certain. Mais bon, là, le pull, quand même, le pull qui est bleu, alors que tout le reste est noir et blanc, mais c'est peut-être pour appuyer sur le personnage. Il est le seul, absolument le seul, qui y croit. Oui, c'est vrai. En fait, ils sont tous en noir et blanc, tous sont... en gros des gestionnaires, quoi. Ouais. Et il y a un putain de créa. Et alors c'est quand même un financier, mais qui... Et d'ailleurs sans lui, du début à la fin, sans lui... il finira directeur. Oui. Appelez-moi le directeur. Oui, c'est ça. Et il y a quelques planches comme ça, intégralement en couleur. Je vous en montrerai quelques-unes, mais elles sont toutes incroyables. Et à chaque fois, c'est un des moments importants de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est la même. Ah oui. Non, mais à chaque fois, elles sont toutes incroyables. Donc voilà, vraiment, les couleurs, je parlais de l'épisode de la tondeuse, etc. tout à l'heure, où c'est une anecdote qui n'est pas insignifiante là aussi, pendant son enfance. Très signifiant. Son père, ça me rappelle des souvenirs, si mon père voit la vidéo, ça lui rappellera des choses, lui demandait très souvent de passer la tondeuse, et il voulait jamais. Et ça l'ennuie en fait de passer la tondeuse. En plus la tondeuse elle est toute pourrie, elle est vieille, etc. Donc ça l'agace. Et puis finalement il trouve une solution qui paraît bête comme ça, qui paraît simple, mais il prend son argent, il va s'acheter une tondeuse bien plus efficace et il s'éclate à passer la tondeuse. Et la tondeuse, on la voit, il y a juste ça qui est coloré, qui est en rouge, on voit juste la tondeuse au milieu de toutes ces planches en noir et blanc, là je vous la montre. Et là aussi, et je trouve que ça dit beaucoup de George Lucas en fait. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à aller jusqu'au bout, c'est qu'à la fois il avait mis l'idée à la minute, mais parfois quand il y avait une idée qui paraissait la plus simple, et tellement simple que personne n'y songe, il l'a trouvée. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, alors c'est complètement vrai. Surtout sur le plan technique d'ailleurs. Oui, parce que sur le plan technique, c'est impressionnant. Sur le plan technique, impressionnant. C'est même génial. Pour le coup, là, c'est génial. C'est-à-dire que c'est au sens, c'est innovant, ça sort du cadre, ça n'a jamais été fait avant. Enfin, c'est génial. Oui, bien sûr. C'est génial. Maintenant, il trouve souvent des solutions qui n'ont rien à voir avec ses compétences de base, surtout quand c'est sur le plan humain. Et on voit bien que là, non, je crois que son talent, c'est d'endurer, c'est d'être là, c'est d'accepter que ça se fasse, quoi. Enfin, 3 fois, il reprend le scénario de Star Wars. Ça serait qu'il faut qu'on en parle du scénario, Et très intéressant. Ça bouge complètement. On parle de Star Wars où, alors c'est même pas Luke, mais pour simplifier, on va dire que c'est Luke Starkiller, c'est l'histoire de Luke Starkiller, c'est-à-dire l'histoire du tueur d'étoiles, parce qu'il imagine déjà qu'il va faire sauter une étoile. Et puis faire l'histoire d'un guerrier qui fait sauter une étoile, en fait finalement ça l'intéresse pas, quoi. Non. Et ça n'intéresse pas non plus ceux qui lisent l'histoire, d'ailleurs. C'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Ouais. Et donc on lui renvoie le fait que bon, c'est de la merde, quoi, en fait, pour être simplifié. Pour simplifier, c'est de la merde. Les dialogues sont nuls, l'histoire n'a ni queue ni tête, ça va être méga cher. On va dire la seule chose qui fait qu'on continue à lui donner quelque chose, c'est qu'il a fait un succès relativement important avec American Graffiti avant, et qu'il a récupéré le grand prix du documentaire avec THX à l'époque. Donc il passe pour quelqu'un de brillant. Oui, c'est ça. Voilà. Il passe pour quelqu'un de brillant. Mais c'est tout. Oui, bien sûr. On est vraiment dans le c'est tout, quoi. Et donc il envoie ce truc-là. Et ça n'a ni queue ni tête. Et donc on a Luke Starkiller qui détruit l'étoile, voilà, dans une histoire qui, alors je pourrais la raconter, mais on ne va pas prendre trop de temps. Et petit à petit, par aller-retour, en 3 grands allers-retours, mais il va mettre quasiment 1 an et demi à faire ces différents allers-retours. C'est très très loin. Et dans ces allers-retours-là, petit à petit, en fait, il va construire une autre histoire. Il va rencontrer, ça devient de plus en plus spirituel. Exactement. Il va rencontrer petit à petit. Alors, il y a un déclic. Voilà, avec ça. C'est ça qui va faire le déclic. Un livre quand même très on connu. Ici, voilà. Toc.
qui s'appelle... le héros au mille visages, excusez-moi, le héros au mille visages. Alors il y en a qui regardent, qui nous regardent, mais il y en a qui ne font que nous écouter. Pardon. Pour avoir des retours parfois d'abonnés. De Joseph Campbell. Voilà. Donc le héros aux 1000 visages, aux 1001 visages, pardon, de Joseph Campbell, qui est un mythologue, un spécialiste des mythes, qui en a rassemblé beaucoup. Et en fait, George Lucas, pendant le moment où il galère, hein, comme un âne, sur le scénario de Star Wars, en aboutissant à rien, en faisant des tentatives dans tous les sens, qui sont assez comiques quand on se dit quel résultat on va atteindre, ouais, c'est vrai. De voir où est-ce qu'il est, quoi. Tu fais un ouf. Hein, il part en gros de la forteresse cachée de Kurosawa. Exactement. Et puis ensuite, il y a tout un aspect. Il ajoute des éléments, puis il en retranche, puis il rajoute du merveilleux. Oui. Puis finalement, le personnage là, puis c'est trop compliqué. Donc, en fait, l'histoire est 30 000 fois trop compliquée. C'est très compliqué, mais on voit quand même qu'il avait en tête tout ce qui ensuite il va y avoir, pas tout, mais une grande partie de ce qu'il va y avoir dans la trilogie. C'est vrai. Tout est dans la première, la prélogie. En fait, c'est beaucoup trop compliqué pour en faire un seul film. Pour un premier film, il va falloir être pas plus simple, mais plus spirituel. C'est lui qui le comprend en lisant Joseph Campbell. Il se dit non, mais en fait, pour de vrai, mon histoire, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'elle se structure sur le mononyme. Et moi, après c'est un avis que j'ai, mais il y a à la fois la quête de Luke Skywalker qui de simple fermier va être vers l'aventure, mais il y a aussi la quête de Dark Vador qui au début apparaît complètement froid, glacial, etc. Et petit à petit va s'humaniser et va presque devenir... Moi, c'est un personnage que j'adore. Je sais qu'on a souvent ce débat. Moi, je suis fasciné par Dark Vador. D'abord, regardez, il est en noir et moi, je suis en blanc, donc c'est assez clair. Oui. C'est bien le Dark Vador de l'histoire. Mais l'Empire est un projet merveilleux au début. Mais bon, après, il a quelques défauts. Tu diras, j'ai un Dark Playlist là-bas qui te plairait beaucoup. Mais moi, je suis fasciné par l'Empire, par Dark Vador dans cette histoire. Je sais que toi, beaucoup moins. Et je suis complètement agacé par les Jedi à chaque fois. Ils m'agacent. C'est un débat qu'on a et que j'ai souvent avec d'autres fans de Star Wars. Les Jedi, pour moi, s'il n'y avait que les Jedi, ils m'énervent en fait. Ils m'agacent. Je suis d'accord avec toi au fond. D'accord. Et on le voit que. Je suis d'accord avec toi au fond, mais par contre, sur l'histoire, Dark Vador, que ça devienne l'histoire de Dark Vador est en fait une évolution. Mais qui est même pas lié au premier qui est raconté là. Peut-être que d'ailleurs, c'est les guerres de Lucas, il y a un to be continued, et il est possible qu'on ait un ou deux tomes de plus, parce que ça mériterait largement d'en avoir un sur chacune des histoires, parce que pour le coup, chacune des histoires vaut son histoire. Ah oui, ok. Mais parce qu'elles sont toutes. Okay. Celle-là est particulièrement... parce que là, il y a c'est l'histoire d'un type quand même qui est un entrepreneur, George Lucas, qui met tous ses moyens, qui s'endette, comme il dit, sur, là pour le coup, plusieurs générations, et qui termine, à la fin de celui-là, absolument richissime. Oui. Mais absolument richissime. Oui. Je veux dire, absolument richissime. C'est très clair dans le livre. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va remettre toute sa mise et s'endetter sur de nouveau, alors là plusieurs dizaines de générations, on en est rendu là, je crois, pour faire l'Empire contre-attaque, qui sera le suivant. Donc en fait, il va... il refait tapis, quoi. Il va refaire tapis, mais alors tapis plus, pour faire le deuxième, qui est d'ailleurs mieux que le premier à mon avis. Mais la vérité, c'est que si on prend quand même l'histoire... Parce que Dark Vador est intéressant dans le deuxième. Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait exact, c'est exact. Il est intéressant, mais c'est comment dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche quand même un modèle paternel. Absolument. Dans le cas et qui, à un moment donné, donc, trouve ce modèle paternel, le confronte. On a Luke qui est en blanc au premier, qui va être en marron au deuxième, qui va être en noir au troisième, pour nous dire que il commence à s'approcher du côté obscur, et c'est quand il est proche du côté obscur qu'il peut toucher le côté obscur et rédempter le père. Et c'est au moment où il rédempte le père, que Darth Vader redevient Anakin Skywalker, que se produit le retour du Jedi. Parce que souvent on fait une incompréhension. On croit que c'est le retour de Luke. Non, c'est le retour du Jedi, c'est-à-dire d'Anakin Skywalker, de Darth Vader, qui en anglais c'est Darth Vader, qui en fait est l'anagramme de Dark Father, le père noir. D'accord. C'est ce que veut dire Dark Vador au départ, le père noir. Et c'est pour ça que du coup à la fin on pourrait dire que c'est l'histoire presque plus à la fin
en entier, si on la regarde en entier de Dark Vador, Oui. d'Anakin Vader devenu Dark Vador, que l'histoire de Luke Skywalker. Mais quand même, sur le plan de l'aspect vraiment mythologique, c'est vraiment l'histoire de Luke quand même. C'est-à-dire que c'est cette histoire-là, l'histoire de Luke, qui a touché, je crois, hein, les gens de ma génération, rendu l'identification possible, parce que Luke est comme Astérix, c'est-à-dire un personnage très peu... avec très peu d'aspérité, tu vois, Poupin, une toile libre pour pouvoir projeter dessus, quoi. Oui. Et qui va vivre vraiment le chemin du héros, hein, tel qu'il est décrit par Campbell, donc le monomythe. Hein. Oui. Hein, et donc là, on va avoir tous les espaces du monomythe qui vont être pris un par un, avec ce qu'il faut de chaque mouvement, quoi. Oui. C'est important qu'il s'appelle les guerres de Lucas parce qu'on voit qu'il y a plusieurs conflits qui sont en lui, qui sommeillent en lui et qui va réussir petit à petit à résoudre avec pour moi une dernière case où il est enfin apaisé. Ouais. Et tout le temps il a l'air passionné, il est à fond, etc. mais jamais apaisé. Et on le sent qu'il y a vraiment ce truc en lui qu'il a envie de résoudre. Et ça, rien que sur ce sujet-là, Star Wars ou pas, mais ça peut intéresser n'importe quel passionné de littérature que vous êtes avec certitude. Moi, j'ai appris plein de choses, à la fois sur Star Wars, mais pas que, voilà, sur également tout l'univers du cinéma de cette époque. Donc voilà, c'est vraiment une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc merci beaucoup Cédric de me l'avoir prêté. Tu as noté que apaisé, il est apaisé à quel moment? Il est apaisé au moment où... Ben, en fait, il gagne. À la fin, où il gagne, c'est ça. Et en fait, tu vois, il le fait pas parce qu'il n'est pas du genre à faire un dos d'honneur, c'est ça, oui. mais c'est vraiment ça qu'il y a là, quoi. Oui. C'est vraiment ça qu'il y a là. C'est pas une vengeance. C'est pas vraiment une vengeance. Quelque chose comme... quelque chose comme ça. Mais voilà, ça finit bien pour c'est tous les vraiment, sens. c'est ça, quoi. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est un entrepreneur quand même. En Oui, fait, c'est oui. vraiment un entrepreneur. Et en fait, il y a plein de paradoxes dans ce personnage. C'est ça qui le rend intéressant. C'est qu'à la fois, c'est un entrepreneur et pourtant, il a rien presque de l'entrepreneur. Classique en tout cas, tel qu'on l'imagine. Classique dans tout ce qu'on imagine. imagine. Par contre, tu vois, moi je m'occupe beaucoup de gens qui font des biotech. Ouais. Et en fait, on trouve beaucoup de ce type de profil quand même là. C'est-à-dire vraiment Ouais. des profils vraiment d'innovateurs. D'accord. Ça m'étonne pas. Ce profil-là. Ok. Est-ce que avant qu'on termine cette vidéo, tu accepterais Cédric de nous présenter quelques œuvres ou de nous parler de, je sais pas, de bouquins, de bandes dessinées tout ce qu'il y a sur là. l'univers de Star Wars et qui faire. peuvent plaire aux gens pour aller plus loin sur Star Wars. Mais déjà vraiment, je vous conseille vraiment cette bande dessinée, d'aller voir les films si vous les avez jamais vus. Je sais que ça a aussi sorti en bande dessinée. Tous les films sont sortis en bande dessinée Ils sont là. et qui sont très bien. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu voudrais nous présenter? Alors, ce qu'on pourrait rajouter sur Star Wars, parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant sur l'idée qu'il y a des Jedi. Mais dans l'univers de Star Wars, il y a des Jedi et des Sith. Oui. Hein, et Darth Vader est un seigneur Sith. C'est vrai. C'est-à-dire que, c'est quoi la différence fondamentale? C'est que d'un côté, on a des gens qui vont chercher une forme d'équilibre spirituel lié au fait de chercher une forme d'équanimité, quelque chose d'assez bouddhiste finalement, hein, tout en équilibre. Et de l'autre côté, on a des gens qui vont plutôt aller chercher les choses dans une forme de puissance, de force, de désir de contrôle. Oui, Hein, et qui vont chercher à s'accomplir. Et qui vont Alors chercher... que c'est ce qui me dérange dans les Jedi, c'est que j'ai l'impression que ils s'auto-imposent des obstacles à leur accomplissement. Il y a vraiment un point très important sur l'ambition. Tu vois, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que, et c'est là, tu vois, on peut faire aussi le lien avec George Lucas qui donne l'impression de quelque chose de très en paix et en fait est très ambitieux. Oui. Et tu vois ce mouvement-là, quoi. Hein, et, je suis d'accord, ouais. et que, au fond, Luke, il va vers l'ambition, mais il ne va pas l'atteindre. Il va justement s'arrêter et devenir Jedi. Son père, lui, il est passé de l'autre côté. Parce qu'il voulait sauver Padmé on dit que c'est par amour, mais à la fin, on est toujours ambitieux pour quelque chose. Donc, dans les choses là, il y a différentes choses qui sont intéressantes. Tu parlais des choses à lire. Donc, juste pour compléter ça, on a ça. Oui, voilà, vraiment donc, pour ceux qui veulent aller très très loin. Voilà. Donc là, on va beaucoup plus loin. Hein. Donc ouais. là, c'est les archives de Star Wars. Bien le montrer. Pardon, les archives de Star Wars. Ouais. Bon, là, on va reprendre quasiment tous les éléments techniques de ce livre-là, Ouais. mais sans les éléments psychologiques. Et on va y ajouter les deux autres films.
Donc Oui. là, on pourrait dire que probablement c'est un des points de départ de la suite de ces livres-là, D'accord, ok. à mon avis. Ok. Ça Ça serait chouette qu'on ait vraiment pour d'autres BD sur les autres films. J'y crois assez en fait, parce que là, je crois que ça va faire un succès, c'est assez énorme. Alors, complètement, je sais que tu connais cette collection-là. Oui, je le Alors, connais. dans cette collection-là, il y a beaucoup de choses qui sont absolument illisibles sur le plan de la littérature, absolument illisibles. Mais il y a un type qui s'appelle James Luceno. Et James Luceno est un auteur assez particulier, qui a un sens très particulier de l'ombre et de la lumière, justement. D'accord. Et par exemple, là, il raconte dans Dark Plagueis, qui est assez remarquable, je trouve que c'est le plus remarquable de l'histoire, la façon dont Palpatine devient empereur. Ah, intéressant. Donc c'est l'histoire d'une corruption, mais aussi qui permet de comprendre plein de choses, je trouve, de manière intéressante. Donc ça, c'est les gens qui ont réfléchi sur l'univers, Ok. ça c'est pas mal. Le travail de ce type-là, quasiment systématiquement, est correct. D'accord, ok. Voilà. Il y a également en BD des choses qui étaient pas mal, parce qu'avec des styles assez intéressants. Ok. Chez Delcourt, avec un dessin assez enfantin, mais qui marche. Qui marche, tu vois, le style. Oui. Oui, oui. Qui marche aussi. Donc on a ça, c'est toute une collecte, il y a tout. Donc ça reprend tous les films là. Ça reprend Je tous les ai lus et j'ai bien aimé aussi. Ah ouais, Même quand on connaît des films, Ouais. non, franchement c'est très bien. Puis là c'est en couleur, là pour Voilà. le coup, on n'a pas le même jeu avec les couleurs. Voilà. Bon, ben en Ça, fait on c'est- a un livre donc documentaire plutôt, de la bande dessinée, Oui. et puis des romans. Voilà. Donc C'est pas mal, c'est pas mal déjà. C'est complet. Voilà, Si il y en vous a pas lisez, mal d'autres, mais- si vous lisez déjà tout ça, vous allez être pas mal sur Star Wars. Je crois aussi. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Cédric d'être Merci, venu sur l'épisode. J'avais annoncé ta venue dans l'émission le 1er janvier et tu as été largement à la hauteur de nos attentes. On verra bien. Ah non, mais je te le dis. Merci bien, Adrien. C'est pas évident, donc c'était C'est vraiment, un plaisir. c'était vraiment Non. très bien. Oui. Et puis c'était très intéressant, vraiment très très intéressant. Et je suis convaincu que ça va vous donner envie d'aller lire la bande dessinée. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà si ça vous a donné envie, mais surtout si vous la lisez, savoir ce que vous en pensez, si vous avez eu la même opinion que nous. Certains peut-être n'ont pas du tout aimé, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas aimé. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'oublie parfois de le faire, j'ai pas forcément tout le temps les réflexes, mais d'aimer la vidéo, de partager, de vous abonner. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos sur ma chaîne littéraire, donc je suis ravi. Là encore, dans la dernière vidéo, j'ai eu plein de commentaires positifs et très bienveillants de votre part, donc merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir Cédric. Au revoir, Adrien, merci. Au revoir.